Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno Delmas. Bonjour Bruno. Bonjour Daniel. Alors Bruno, vous êtes auteur depuis maintenant quelques années. Vous êtes à l'origine d'une trilogie qui s'appelle Génération, la légende de Broslan. Oui, Broslan. Oui. De Broslan, mais également d'une série de contes jeunesse. Chacun avec un titre bien spécifique, avec le prénom de vos petits-enfants. Voilà, c'est ça. Alors, comme je dis, c'est des livres qui ne sont pas réservés qu'aux enfants. Le contenu de l'histoire peut être lu autant par les adultes que par les enfants. Voilà. C'est des histoires passionnantes, des contes qui ne sont pas du tout moralistes. C'est des contes avant tout. Voilà. Alors des contes, on va peut-être commencer par les contes, on va aller un petit peu à la trilogie après qui va prendre plus de place. Les contes, vous les avez choisis volontairement, vous les avez créés volontairement pour vos petits-enfants? Oui, parce que quand j'ai fini la trilogie, il me manquait quelque chose. Alors c'est bizarre parce que quand on se lance dans l'écriture, déjà on sait jamais si on va devenir... D'ailleurs, je ne fais pas le rapprochement entre l'écrivain et l'auteur. Quelle est la différence, Daniel? Peut-être vous pourriez me dire, vous? Non, c'est honnêtement, même avec un dictionnaire, je ne sais pas si j'arriverai à trouver la réelle différence. Peut-être dans les écrits. Est-ce que l'écrivain est plus est un homme plus averti ou plus ciblé dans l'histoire, dans l'historique ou un truc comme ça qu'un auteur, quoi. L'auteur, est-ce qu'il n'est pas un petit peu juste auteur d'un jour? Oui, peut-être l'auteur, c'est dans le sens ouvert, créatif, et l'écrivain va être véritablement, alors je prends sur le plan littéral, là, l'écrivain va écrire, et l'auteur va être initiateur de quelque chose. Mais là, c'est juste sur le plan littéral, peut-être que les définitions vont pouvoir aller d'une personne à une autre et que chacun va y trouver autre chose. Donc, là, quand on se lance dans un récit comme ça, qu'on met une dizaine d'années à les écrire et qu'on prend une passion incroyable à écrire son histoire, finalement, par rapport à d'autres personnes qui rentrent en jeu, eh bien, quand on écrit le mot fin sur une trilogie comme celle-là, on parle de la génération de Broslan. On a une grande émotion et on se demande après qu'est-ce qu'on va faire. C'est un grand vide. Et comme j'avais 6 petits-enfants, comme avec mon épouse, on avait 6 petits-enfants. Vous avez toujours d'ailleurs 6 petits-enfants. Toujours, oui, mais maintenant ils grandissent. Je me suis dit, tiens, je pourrais essayer de faire des contes avec leurs prénoms. Ça leur ferait un petit peu... ça rappellerait un peu leur papou et tout ça, et voilà. Et donc j'ai commencé par l'arrivée de mes petits-enfants, c'est-à-dire Noah, après Mila, ensuite Timéo, puis Lucas, et puis Lola, et puis la dernière, Sia. Voilà. Et chacun auront un petit livre, une histoire à eux, mais qui n'est pas représentatif de leur état. Alors, toutes aux éditions JKDC. Oui, voilà. Voilà, je précise pour ceux qui seraient intéressés. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces contes pour enfants? Eh bien, un conte, ça commence toujours par « Il était une fois ». Donc, par exemple, dans le premier, Noah, c'est un petit garçon comme tous les petits garçons qui vit avec son papa et sa maman. Et puis voilà, et donc il grandit, il est seul, mais il vit une belle vie, tout ça. Et puis un jour, pour son anniversaire, son papa et sa maman décident de lui offrir un arc. Parce qu'à l'époque où c'était comme ça. Maintenant, on offrirait un ballon de foot ou un ballon de rugby. Mais lui, il a eu un arc avec des flèches fait par sa maman, avec des plumes de poule et tout. Et donc, il s'est entraîné. Ça lui a plu. Mais tout modestement. Et puis un jour, il y avait un poulailler à côté de leur petite maisonnette en bois, et il y avait un aigle qui survolait ce poulailler, et il s'est dit, si jamais l'aigle il mange toutes les poules, ça ne va pas le faire, on ne va pas vivre. Et donc, quand il a vu l'aigle
plongé sur le poulailler, il a tiré, il a tué l'aigle. Et il était fier. Donc il a porté l'aigle sur la table à manger, mais ses parents n'étaient pas là, ils étaient allés au marché. Et quand sa maman est revenue, ça a été une horreur pour elle, ça a été de voir cet oiseau. Et en plus, cet oiseau, il avait un diamant. Un diamant. Et le père et tout ça, il a dit, mais tu te rends compte, tout ça. Et le roi du royaume, donc, il savait qu'ils avaient, comment dirais-je, un élevage d'aigles royaux, tout ça. Et donc il a été voir le roi par acquis de conscience. Et le roi a voulu en savoir un peu plus, et son fils, il a mis Noah à l'épreuve. Il a dit, ramène-moi des saphirs, et je ferai de toi mon archer royal. Et il est parti. Et un chemin, il fait la rencontre d'un ours. Un ours, il s'aperçoit qu'il parle. Il lui donne un conseil. Et puis il passe sur un pont qu'on appelle le pont du diable. Et au bout de ce pont, il y a un spectre qui lui apparaît, mais comme c'est un archer, il arrive à le tuer. Et puis il va au bout de la colline, et il se souvient que son papa lui avait dit quelque chose, et donc il met ce que son papa lui a dit. Et le lendemain, en regardant la vallée, il s'aperçoit qu'il y a plein de petites montagnes qui scintillent de tout partout, et c'est la vallée des saphirs. Et voilà. Et là, après, à la fin, je n'en dirai pas plus, parce qu'il faut que l'enfant puisse aller de lui-même. Voilà, puisse aller de lui-même. Alors mes livres, tous les livres que je fais ne sont pas tellement illustrés, parce que il faut favoriser l'imagination à l'enfant. Et comme on le disait avec Mathieu ou avec vous, Daniel, l'imagination c'est les bases aussi de la vie. Il n'y a pas que le concret, il y a aussi l'imagination, et par l'imagination on arrive au concret. Mais c'est tellement beau d'imaginer quelque chose, d'imaginer une histoire. C'est fabuleux. Oui, et c'est ce qui est encore plus beau, c'est qu'en plus de l'imaginer, vous avez la capacité, comme d'autres auteurs, écrivains, encore une fois, le mot reste en suspens dans sa définition. Oui, voilà. C'est pas plus mal aussi des fois qu'il puisse y avoir encore des mots en suspens auxquels on puisse se permettre d'apporter. Enfin, pour moi, Daniel, le mot écrivain, pour moi, est au-dessus de l'auteur. C'est ce que je m'en fais. C'est pour ça que des fois, quand quelqu'un me dit ah, t'es écrivain, je dis non, je suis auteur. Voilà. Et si quelqu'un me dit tu es auteur, oui, peut-être je vais dire oui, je suis écrivain, oui, j'écris. Mais c'est ça. On est dans ce truc-là. Il est dans ce flottement, mais c'est pas plus mal. Ouais. Et ce que l'on peut voir aussi donc dans ces contes, hein, pour l'instant on va commencer par les contes pour enfants. Oui. Dans ce qu'on peut voir aussi dans ces contes, c'est le choix aussi de la calligraphie, de l'écriture qui n'est pas anodine. Ils sont tous accessibles pour tous les champs visuels. Oui. Ils sont écrits relativement gros et d'une écriture suffisamment présente pour être interprétée par les enfants ou même les adultes souffrant de différents troubles de dyslexie, de préhension. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est grâce à mon éditeur qu'on a voulu faire ça. Ouais. Et c'est un confort d'écriture. Voilà. Alors bien sûr, il y a des gens qui vous diront ouais, mais c'est écrit trop gros pour moi. Bien sûr, c'est jamais comme on veut. Hein. On leur présente une petite écriture et ils vont vous dire ah, c'est trop petit pour moi ça. Voilà. Mais enfin bon, c'est pas grave. Mais revenons-en à l'imagination, c'est incroyable l'imagination et en même temps la richesse des mots qu'on a dans la langue française. C'est incroyable. L'autre jour, j'étais invité dans une école qui est pas loin d'ici et je leur ai dit parce qu'ils ont écrit tous à cette école une histoire. Et je demandais au directeur si je pouvais prendre l'histoire qu'ils avaient fait pour la lire. Et je l'ai lue, je les ai lues. Elles étaient ce qu'elles étaient, mais elles étaient vraiment dans le style fantastique. Et c'est ça qui est beau. Et après, je les ai ramenées, et puis je leur ai parlé aux enfants. Je leur ai dit, vous êtes tout à fait dans le style heroic fantasy ou fantasy. Et
Par contre, il va falloir que vous relisiez les textes. Quand vous avez fini de lire l'histoire, il vous faut la relire pour la cohérence des mots. Et puis surtout, ne pas répéter les choses. Par exemple, je vous prends un exemple, la forêt. Vous dites, je me balade dans la forêt, et tout de suite après, vous répétez, mais cette forêt ne m'inspire rien. Il faut savoir que dans la langue française, et dans d'autres langues bien sûr, mais dans la langue française, le mot forêt peut se dire aussi sylve. Et c'est pas une répétition, donc vous répétez le mot forêt, mais d'une autre façon. Et ça, c'est très important. Et c'est cette richesse des synonymes que nous avons en France qui est une richesse extraordinaire. Moi, je me plais, quand j'écris une histoire, justement de faire attention, si je répète 2 fois le même mot, d'essayer de chercher dans un synonyme s'il n'y a pas un autre qualificatif. Et voilà. Et là, les enfants, ils étaient, ah ouais, c'est ça. C'est d'où on peut appeler les elfes sylvains. Pourquoi les elfes sylvains? Parce que c'est des elfes qui vivent dans les forêts, etc. etc. Voilà. Et on va y venir justement à cet univers de la fantaisie. Ouais. Mais avant de passer à l'univers littérature, on va aussi remettre l'espace dans lequel vous avez évolué jusque-là, parce que vous n'êtes pas auteur, écrivain, de métier de naissance, parce que de métier vous l'êtes aujourd'hui, mais vous n'avez pas eu cette profession avant. Non, et comme vous disiez, ni même dans ma famille, je n'ai pas de connaissance d'avoir eu des gens qui écrivent. Et vous venez d'un univers de l'alimentation, vous étiez cuisinier, vous étiez chef, et l'écriture s'est installée dans votre vie progressivement. Voilà, exactement. Et elle s'est installée dans ma vie, justement, parce que... Alors, je rassure les jeunes qui peuvent nous écouter. Je fais partie de cette génération, comme eux, qui à un moment donné dans sa vie n'avaient pas systématiquement envie de lire, parce que j'étais préoccupé par mon métier, puis j'avais autre chose, j'avais du sport, il y avait de tout, il y avait des sorties, il y avait des copines, des machins, etc. Il y a tout un tas de choses qui se font maintenant, mais à un moment donné, vous tombez sur un écrit, le livre dont vous êtes le héros, par exemple, et qui fait que, tout en vous amusant, vous lisez, et vous finissez un livre. Et ça, après, ça vous permet d'avancer, tout ça. Voilà. Et je pars aussi du principe, et je le dis quand je vais dans une école, que le cerveau, c'est un muscle. Donc, si on ne lui fait pas faire des exercices, et notamment des exercices de lecture, et d'imagination, eh bien, on va se ramollir. Vous allez vous ramollir. Et le téléphone, malheureusement, n'est pas fait pour ça. Alors, on est dans un monde... technologique, voilà. Numérique. Merci Daniel. Et donc, on ne peut pas leur interdire ça. Mais nous, à notre époque, on n'avait pas ça. Donc, on faisait marcher... Moi, combien de fois dans ma vie, quand j'étais petit, j'ai joué aux cow-boys et aux indiens, mais tout seul, sur une table, à créer une histoire. Combien de fois? Et maintenant, non. Maintenant, ils prennent le téléphone et ils jouent à un jeu. Le problème du jeu, c'est que ils savent où ils vont vous amener. C'est déjà préétudié. C'est déjà préétudié. Voilà. Donc il n'y a pas d'imagination, il n'y a rien du tout. Et quand je vois des jeunes, je leur dis, ok, vous jouez pendant 1 heure au téléphone, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, il vous faut dire, stop, je veux lire un livre. Et ça serait une bonne démarche. Parce que là, ça devient un fléau. Ça devient un fléau de notre société. Et malheureusement, beaucoup de jeunes perdent la lecture et automatiquement, s'ils perdent la lecture, ils font des fautes, ils font de tout un tas de trucs, etc. Moi, personnellement, je fais des fautes aussi. Je suis pas... On en fait tous, je pense. Voilà, je ne suis pas le gars parfait. Mais j'essaye d'aller de l'avant, j'essaye d'aller dans l'excellence de la vie. Et l'excellence de la vie, pour moi, pour l'instant, ce n'est pas... Alors le téléphone, ça a peut-être, 15% de bonnes choses,
surtout quand on a une personne qui vit à l'étranger, un être cher qui vit à l'étranger, et qu'on peut le voir par visio. Ça c'est la bonne technologie. Mais vous avez 75% qui est mauvaise. Et alors avec l'IA qui arrive, ça va être pareil. C'est encore un très vous allez avoir débat. 10% de bons sur l'IA et 90% de mauvais. Et si on ne sait pas la gérer, ça va être une galère monstre. D'ailleurs, sur le préambule, je regrette un peu de ne pas l'avoir tout fait comme je l'avais écrit, le préambule, parce qu'à un moment donné, je parle d'Internet, justement, et donc ça fait de ça 18 ans maintenant. Donc il y a 18 ans, je me suis dit, Internet c'est très bien, mais on ne sait pas le gérer, et on ne saura pas le gérer. Et on voit maintenant les conséquences que ça peut amener pour n'importe quoi. Mais d'Internet, on va revenir davantage à vos romans, et surtout, on a parlé des contes pour enfants. Qui sont c'est des contes extraordinaires. Où on le rappelle, vous intervenez à la demande dans les écoles, de référence de proximité, quand même, de préférence. Si ça pouvait être plus, mais est-ce que l'éducation est réceptive à ça maintenant? Je sais que du côté des anglo-saxons, vous allez avoir des collèges en Angleterre ou ailleurs qui vont apprendre Narnia, par exemple, ou qui vont apprendre Harry Potter. Et alors nous, en France, on apprend Harry Potter. Moi, j'ai mon petit-fils qui a appris Harry Potter, et au bout d'un moment, ça l'a saoulé, parce que Harry Potter, ça va, mais par exemple, c'est en toute humilité que je dis ça, c'est pas pour moi, mais vous avez un auteur, par exemple, comme moi, là, d'Heroic Fantasy, mais essayons de travailler sur le pourquoi de la chose, de ces livres, pourquoi j'ai écrit ça, etc. Et c'est pour ça que l'on est là aussi aujourd'hui, c'est que dans l'ouverture de la littérature, on peut rencontrer bon nombre d'auteurs, mais ce qui se passe sur les différents plateaux télé ou les différentes chaînes YouTube ou les différents réseaux, c'est qu'on voit toujours les mêmes têtes. Et qu'il y a plein d'auteurs. Il y a plein d'auteurs de qualité. Et comment connaître un auteur si on ne prend pas le temps d'aller à la rencontre de ses ouvrages? Et pour ça, Daniel, je vous remercie, parce que ça me touche énormément. Et comme vous dites, on voit toujours les mêmes têtes. Pourquoi? Parce que c'est le profit. Vous avez beaucoup d'agents littéraires. En France, il n'y en a pas énormément, mais qui ne vont pas donner la chance à un petit écrivain ou un petit auteur qui a une belle histoire à proposer, par contre. Mais ils ne vont pas lui donner la chance parce qu'ils savent que de toute façon, ça ne va pas faire le buzz. Moi, mon rêve, un de mes rêves, ce serait que ma trilogie soit tournée en film. D'ailleurs, on vous le souhaite. Je vais vous donner une anecdote. Mon fils, qui a maintenant 40 ans, m'a dit un jour, c'est pas un lecteur, lui. Il est cuisinier comme moi, il a son travail, etc. Et je lui lance pas la pierre. Il m'a dit... écoute, papa, j'attendrai que le film, que ton livre sorte en film pour le lire après. Mais ça a été le cas du Seigneur des Anneaux. Beaucoup de personnes ont découvert l'histoire quand il a été décédé. Sans avoir déjà quand il est décédé, mais c'est ce qui me donne un espoir. Il y a des gens qui ont découvert l'œuvre de Tolkien par le biais du film. Par le biais du film et pas. Du moins de la trilogie, voilà, et de la saga, je devrais dire. C'est ça. Et je trouve que justement dans le siècle où on est. J'entends toujours autour de moi dire ouais, il faut donner une chance, il faut bousculer la chance, etc. Mais on ne peut pas bousculer une chance comme ça si on n'a pas de l'aide derrière. Et là, bon, si peu soit-elle, Daniel, vous me donnez l'occasion de parler de mes livres et je vous en remercie. Et je me répète, je ne dis pas que les personnes que l'on voit sur les plateaux ne sont pas de qualité, mais il est important aussi d'ouvrir le champ de reconnaissance et d'identification. Bien sûr, on ne pourra pas diffuser tous les auteurs qui peuvent émerger au quotidien. Mais il est certain. Tout à fait. Chacun y va à son échelle, avec son champ des possibles. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir
rappeler que on peut trouver des auteurs de qualité qui ne fassent pas forcément les têtes d'affiche ni les têtes de gondole des grandes librairies, et que des fois, en allant faire le petit tour dans les salons du livre, parce que c'est important, là aussi on rencontre de belles personnes vers lesquelles on n'irait pas naturellement. Et beaucoup d'échanges. Et beaucoup d'échanges aussi, c'est ça, c'est faire le tour dans les salons du livre qui va permettre de rencontrer des auteurs peut-être de proximité qui vont aussi fournir, et pour beaucoup il y a de nombreux ouvrages derrière, et pas systématiquement de la vente. Et pas systématiquement de la vente. C'est pas là le problème en fait, parce que moi maintenant je suis à la retraite, donc je ne vis pas de ça. Je conçois qu'un auteur qui se lance dans la vie jeune et qui va en faire, je conçois qu'il ait besoin de tous ces médias. Moi, ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Maintenant, si j'avais une impulsion, ça serait bien. Mais cette trilogie, si on peut en parler, quand je l'ai créée, c'est d'abord pour rendre hommage à titre posthume à mon père. Voilà, parce que dans sa vie, on n'a qu'un papa, et on ne lui dit pas systématiquement qu'on l'aime ou qu'on le respecte, mais c'est très important. Excusez-moi, je suis ému, mais voilà. L'émotion et donc, j'ai voulu d'abord, en écrivant cette histoire, j'ai pas voulu une histoire, peut-être elle n'aurait jamais vu le jour, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais j'ai voulu dire ce que j'avais sur le cœur, voilà, et imaginer une belle histoire au travers d'une famille. Donc je suis parti par rapport à mon père, mais après je me suis dit, tiens, je pourrais prendre mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, etc. Donc c'est d'abord une histoire de famille auquel j'apporte de l'émotion, et comme je dis à mes lecteurs, évidemment, il y a de l'intrigue, il y a une passation de pouvoir entre deux frères pour un royaume, c'est très difficile. Donc je transpose tout ça, moi je fais figure de ça par rapport à mon frère qui a su s'éclipser, puisque de reprendre l'hôtel, c'était... Il n'y avait pas de challenge, il n'y avait pas de dire c'est toi, c'est moi, non, ça s'est fait de comme ça. Mais lui, il est parti, il a eu une autre vie et tout ça. Donc dans ce livre, je mets ça en rapport, mais je garde toujours cet amour que j'ai pour mon frère. Et quand il est parti dans l'histoire, aux portes du chaos, pour défendre son frère, j'ai voulu aller le rechercher. Et cet amour fraternel fait que on fait des rencontres extraordinaires, tout ça. Et j'arrive à aller le rechercher et à le reprendre avec moi pour à mon tour le protéger, des trucs comme ça. Voilà. C'est aussi pouvoir recréer un univers qui par moments aura été bancal dans l'histoire de vie, et par ces écrits, par cette trilogie, vous avez un peu réécrit votre histoire de vie, autant passée que possiblement l'histoire de vie qui est en train de se dérouler encore aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Et à travers cette histoire, j'ai voulu aussi mettre... on va peut-être me traiter d'être quelqu'un... de passer à ça, mais j'ai voulu mettre l'épouse en avant, parce qu'on ne peut pas savoir ce que représente une épouse dans une entreprise. Surtout la mienne. J'ai eu des fois envie de baisser les bras, et elle m'a reboosté. Ça, pour moi, c'est une guerrière. Et je dis ça pour tous mes enfants, mes filles, qui sont de la même trempe que leur mère, et puis pour ma belle-fille aussi, qui à son tour reprend le collier de l'entreprise. Et je peux vous dire que c'est des femmes de tête. Et ça, c'est tout à leur comment dirais-je,
À leur honneur, à leur honneur, avantage. à leur honneur et à leur avantage. Parce que on a toujours l'impression que, oui, la femme est toujours en dessous de l'homme, mais non, c'est pas. On s'aperçoit que, moi, en ce qui me concerne, c'est mon cas, je m'aperçois petit à petit que je me situerai presque en dessous de mon épouse. Ouais, voilà. Mais je suis en quelque sorte un gardien en même temps. Si quelqu'un arrivait à lui dire quelque chose, je crois que j'interviendrai au-dessus d'elle pour la protéger. Mais à l'heure actuelle, c'est elle qui me protège plus que moi. Voilà. On va en revenir aussi au livre qui, tel qu'il est décrit, on pourrait penser que c'est une biographie, que ça pourrait être dans cette image-là. Seulement, on parlait tout à l'heure de Tolkien. Vous avez été énormément inspiré de cet univers de l'héroïque fantasy, comme on va le définir un petit peu. Et cette trilogie, on n'y trouve pas forcément des personnages comme vous et moi. Là, on y trouve réellement des personnages qui pourraient apparenter aux personnages mythiques de la fantasy. On parlait tout à l'heure des sylphes et des esprits de la forêt. Donc il y a aussi toute une recherche derrière, comme cet orque. Alors moi j'allais dire que c'est un orque. Non, c'est... normalement c'est un minotaure. Ah oui. Hein, voilà. Mais le minotaure, il faut savoir que dans la truc mythique, il était seul. Oui, il a été enfermé dans le labyrinthe. Voilà, c'est ce que m'a dit ma correctrice à l'époque. Je n'avais pas le droit de l'appeler. Enfin, elle m'a dit, vous pouvez l'appeler, c'est pas un problème. Mais si je pouvais lui donner un autre nom. Et alors, le minotaure, c'est un taureau. Oui, mi-homme, mi-taureau. Donc j'ai mis Orok pour taureau. Et puis, en regardant le dictionnaire, j'ai été du côté de la Finlande ou de la Suède, par là, et j'ai vu le nom d'une ville qui s'appelle les Oroks d'Aparangar. Tiens, j'ai dit ça sonne bien ça. Et donc je les ai appelés des Oroks d'Aparangar. Voilà. Et ça, alors, évidemment, vous avez des gens, et c'est ce que j'aime dans les salons du livre, c'est-à-dire que moi, mon truc dans les salons du livre, c'est d'arriver à faire changer d'avis quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans. Non, moi je suis... Mais alors le français, lui, il est plus cartésien, tandis que l'anglais ou les anglo-saxons sont plus épicuriens. Pour moi, il y a des français épicuriens, heureusement. Mais pour lire un genre d'histoire comme ça, il faut être épicurien, il faut aimer l'imagination, il faut aimer ce... Quand je décris dans ces livres l'attaque qu'il y a contre les Oroks d'Aparangar, et même les mages, parce que quand on fait les mages, et quand le mage il use de sa magie, il faut pouvoir la transcrire. C'est ça qui est super. Puis c'est évolutif aussi, le personnage du mage, du premier tome au dernier tome, il doit évoluer. Voilà, tout à fait. Et il doit évoluer, et j'ai voulu aussi que c'est pas parce qu'on est mage dans la vie qu'on doit être immortel. Donc, j'ai voulu que la magie soit quand même un peu gérée. Et donc, il y a des mages qui meurent, il y en a d'autres qui... Il y a une école de magie, donc voilà, il y en a d'autres qui sortent, etc. Et je veux dire par là que la magie, dans cette histoire, n'est pas la priorité. La priorité dans cette histoire, c'est la famille, en premier lieu. Vous avez un rapport entre père et fils, entre mère et fille. Je vous donne une petite anecdote. Admettons, je ne sais plus si c'est dans le deuxième ou dans le troisième. Enfin bon. Et un matin, au petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner, puisque je m'appelle Broslan. Donc, Broslan, pourquoi Broslan? Par rapport à Bruno, et par rapport au lion dans Narnia, qui s'appelle Aslan. D'accord. Et comme je suis du signe zodiaque lion... Vous avez fait une belle synergie des mots. Donc, comme quoi, on crée des mots également. Voilà, exactement. Et là, il n'y a personne qui peut me contredire sur ça. Donc, quand je prends mon petit déjeuner avec mon épouse,
il y a les 2 filles qui arrivent, et il y a eu certainement un petit heurt entre les filles et leur père avant, et elles font comme si elles ne me voyaient pas. Et là, je leur dis, mais je suis là quand même, j'existe. Et alors, évidemment, oui, elles se lèvent, avec les lèvres pleines de confiture, et elles viennent me coller 2 bisous de chaque côté. Voilà, et après, donc, il y a des moments où c'est marrant. Voilà. Il y a une autre petite anecdote aussi qui m'est arrivée quand j'étais jeune. Je passais mon permis de conduire, enfin, j'allais passer mon permis de conduire. Mon père avait une Diane à l'époque, et moi j'avais mon petit frère j'ai mon frère qui a donc 7 ans de moins que moi, et je voulais lui montrer comment je conduisais. Et donc j'ai pris la Diane, et on est allé dans un chemin derrière chez moi, là-bas. Mais avant, j'avais pris la précaution de mettre un casque à mon frère, parce que la Diane, derrière, il n'y avait pas de fauteuil. Oui. Il n'y avait pas de fauteuil. Il n'y avait pas la surprotection que l'on peut avoir aujourd'hui. On ne sait jamais. J'ai dit, tu mets ton casque, que si jamais je fais un écart, tu vas te cogner la tête, etc. Donc, et voilà. Et donc, ce qui est arrivé. Je me suis cogné contre un arbre, mais enfin, il y a juste un petit peu l'aile qui s'est... Mais c'était après pour aller le dire... à mon père, ça c'était plus délicat. Et donc vous avez réussi à le retracer. Et donc je relate ça par rapport à une charrette ou un truc comme ça, et c'est vrai que et le rapport qu'il y a entre les fils et le père, voilà. Parce que le petit tout de suite il arrive, non mais c'est pas moi ma papa, c'est mon frère qui arrive. Bon. Donc et il y a ce truc, c'est vraiment plaisant. Alors bien sûr, je suis là pour parler de mon livre, mais c'est vraiment... Et à tous les gens qui ont des a priori sur l'heroic fantasy, je conçois cet a priori, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'écrivains de l'heroic fantasy qui écrivent des livres en fonction d'eux, et c'est, à un moment donné, c'est rébarbatif. Mais là, non, j'ai pas voulu ça. J'ai voulu tenir le lecteur en haleine, de par les combats qu'il peut y avoir, de par le rapport entre la famille qu'il peut y avoir, etc. etc. Voilà. Alors, quand on parle d'Heroic Fantasy, on pense également à toute la difficulté de tous les noms, prénoms, villes qu'il peut y avoir. C'est aussi très complexe. Oui. Chacun y va peut-être de sa facilité de lecture. Oui. Certains donnent des surnoms mentalement. Certains vont zapper complètement le nom une fois qu'ils ont identifié le personnage. Hein. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça qui est intéressant aussi dans la structure d'un livre en fantasy, c'est garder finalement ses codes. Voilà, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Et par exemple, j'ai une fille qui s'appelle Marie. Et dans le livre, bon, je ne vais pas l'appeler Marie, parce que c'est irréel, donc il ne faut pas que ça soit... donc je l'appelle Marikia, je crois, un truc comme ça. Émilie, je ne sais plus comment je l'appelle, c'est pareil. Et Simon aussi. Voilà. Et tous les noms sont un petit peu comme ça. Donc moi, mon père, par exemple, il s'appelait Claude. Et dans le livre, il s'appelle Claudir. On sent quand même la résonance. Voilà, c'est ça. Mon grand-père s'appelait Léopold. Et dans le livre, il s'appelle Léopoldir. Mais c'est aussi une continuité dans la transmission. Voilà, c'est ça. Ce respect, on en parlait hors caméra, de tout ce rapport au respect. Ah ouais. Et là, on peut voir aussi que dans cette trilogie, comme dans l'écriture de vos contes jeunesse, oui, hein, même si ça reste tout public, encore une fois, on est sur ce rapport dans la structure au respect, dans la fratrie, dans la hiérarchie familiale et aussi par rapport à la position de la femme. Voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, quand je dédicace un livre, mon premier livre, je le dédicace parce qu'il y a, dans ma vie, il y a 4 mots qui m'ont permis d'avancer, c'est le respect, l'humilité, la dignité et l'amour. Voilà. Ces 4 mots, il faut absolument que la jeunesse de maintenant se les mette dans le cerveau. Le respect envers l'autre, l'humilité, ne pas s'en croire, on est tous les mêmes. La dignité, parce qu'il faut être digne de ce que
ce que l'on est et de ce que l'on représente, et l'amour. Voilà, surtout l'amour, voilà, c'est ça. C'est aussi remettre en avant, par le biais de lecture, des valeurs fondamentales qui arrivent à être plus ou moins oubliées dans notre société. Exactement, et c'est pour ça que je suis sûr que les auteurs ou les écrivains puristes d'Heroic Fantasy me traiteront peut-être entre guillemets, de pas être dans l'Heroic Fantasy, parce que mais moi je trouve que l'Heroic Fantasy n'est pas que au rapport monstre, humain ou bataille, etc. Oui, mais c'est important peut-être de rappeler pour ceux qui garderaient ce rapport à l'Heroic Fantasy, qu'est-ce que c'est finalement, de ramener aussi une définition. On parlait tout à l'heure de la structure par rapport aux noms, aux villes qui sont souvent très complexes et très difficiles à retenir, où il est nécessaire la plupart du temps. Là j'ai en tête les premières pages de Tolkien où on a les arbres, un petit peu de structure pour pouvoir repérer, voilà, c'est ça. repérer les noms. Donc qu'est-ce que c'est pour vous en tant que lecteur, avant d'être auteur-écrivain, qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que ça veut dire de l'Heroic Fantasy? Qu'est-ce que ça serait une définition pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils arrivent un petit peu à comprendre? Alors moi, l'Heroic Fantasy, pour moi, c'est une histoire fantasy qui n'existe pas, qui a un rapport, certes, avec des monstres, mais qui a quand même... Moi, ce que je recherche dans l'Heroic Fantasy, c'est aussi le rapport qu'il y a dans l'humain. C'est-à-dire qui donne de l'émotion, un petit peu. Si dans un livre, c'est pareil que dans un film, si vous n'avez pas d'émotion, c'est vide, c'est creux, c'est pas bon. Regardez les Tolkien, et bien malgré ce que les gens peuvent avoir contre ce genre de film, mais à l'intérieur, à un moment donné, vous avez la larme qui tombe, parce qu'il y a de l'émotion, parce que c'est comme ça. Et c'est ça que je recherche, moi, dans un truc d'Heroic Fantasy. Il y a plus que ce rapport entre humain et monstre, ou bataille, etc. Il y a aussi ce côté humain. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre dans ce truc-là. C'est que... alors, pourquoi l'Heroic Fantasy? Parce que quand on commence à écrire un truc comme ça, on espère, entre guillemets, donner un peu de rêve aux gens. Les transporter avec nous dans notre univers. Dans le deuxième tome, par exemple, vous savez, pas loin d'ici, il y a un coin qui s'appelle La Yule, à Rhodes. Vous ne connaissez pas? Pas du tout. C'est un coin où on aime aller se promener avec mon épouse parce que c'est tout plat, c'est en bord de rivière, tout ça. C'est bien, il y a une belle structure, tout, et il y a tout ça. Et un jour, je me promenais, donc j'étais en pleine écriture de mes troisième tomes, de mon livre, et je vois un arbre, parce que moi je suis toujours admiratif devant les arbres, je suis jamais blasé. Voilà. Ça j'ai horreur des gens qui sont blasés. Moi, quand je regarde un arbre, il me dit toujours quelque chose. Et donc, cet arbre, au fond de cet arbre, il y avait un creux, comme ça, mais avec une porte, comme une porte d'elfe. Mais, alors, il n'y avait pas de bâton, mais il y avait ce trou. Et là, j'ai dit, mais ça, c'est fabuleux, ça. Pour moi, voilà, la forêt magique, la forêt mystérieuse, elle va débuter par rapport à cet arbre. Et quand je décris la forêt mystérieuse, qui est une forêt extraordinaire, qui est habitée par des petits êtres très petits, mais attention, il ne faut pas les sous-estimer, c'est pas parce qu'on est grand, qu'on est fort, qu'on va tout battre, non. Ces petits elfes, ils savent se défendre aussi. Donc, l'approche de ces petits êtres ne doit pas être hautaine, parce qu'ils pourraient vous apprendre la vie. Et vous l'apprendre d'une certaine manière. Donc, et c'est ça qu'il y a. C'est que quand on est auteur, on ne peut pas. Il faut faire attention à ce qu'on va dire. Si j'avais écrit cette histoire en disant Broslan, c'est le roi des machins, il avance tout seul, ouais, c'est non, ça, c'est fade. Tandis que là, l'approche que j'ai par rapport à ces êtres de cette forêt,
qui peuvent, s'ils le veulent, m'empêcher de passer, malgré que je suis 100 fois plus grand qu'eux, c'est extraordinaire. C'est une sorte d'humilité qui doit être en vous pour leur demander le droit de passage dans cette forêt. Plus que par le combat ou par autre chose. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. On retrouve dans vos propos les différentes bases des légendaires, on va dire régionales, hein, quelle que soit la région, on va trouver des histoires ou ce qu'on va appeler légendes ou mythes. Chacun va le prendre comme il l'entend, sur ces esprits de la nature, sur cette population qui est au-delà de notre champ visuel immédiat. Et c'est là aussi, on ravive par ce biais-là, non plus un imaginaire immédiat, mais des croyances et des légendes et mythes plus ancestraux. Ah oui, mais plus ancestraux, mais en ce qui me concerne, imaginaire, j'invite le lecteur, d'ailleurs mon petit-fils qui a commencé le premier tome, je lui ai dit, tu verras au fur et à mesure que tu vas avancer, l'imagination qu'avait ton grand-père. Parce que c'est incroyable. Quand je vois ça, par exemple dans le deuxième tome, quand je repars à la recherche de mon frère, on tombe sur les Amazones. Alors ça aussi, c'est par exemple un mot, un nom, les Amazones, que je ne peux pas utiliser comme ça, donc je les appelle les Amaraxikis. C'est des femmes extraordinaires. Il faut savoir que les Amazones, elles se coupaient le sein pour pouvoir tirer à l'arc. Et donc, elles vivent derrière une forêt, et cette forêt, j'ai voulu qu'elle soit... c'est pas parce que les hommes ils vont se dire ouais, il n'y a que des femmes là-bas, on va aller les maîtriser et tout ça. Et cette forêt, quand vous y rentrez dedans, vous n'en ressortez plus. C'est fini, terminé. Et la reine des Amazones, alors là, c'est là que rentre mon métier en jeu, c'est la baudroie. Et je lui donne un nom, parce que la baudroie, quand vous êtes en cuisine, on vous sert une baudroie, c'est-à-dire la lotte, plus communément appelée, sans tête. Parce qu'elle a une tête hideuse. C'est incroyable. Et donc, si jamais un jour, j'avais la chance que mon écriture se fasse en film, je serais intransigeant sur ce fait-là. Mais toujours pareil, l'approche qu'on a envers ce peuple d'Amazon, si je veux dire, il faut qu'il se fasse dans l'humilité. On ne peut pas arriver chez quelqu'un comme ça et s'imposer. Il faut qu'il y ait une intégration à l'intérieur, si on veut demander quelque chose. Et un respect. Et donc là, je fais jouer ça. Et ce respect permettra peut-être, à la fin du livre, la grande bataille contre le mal, d'avoir des alliés. Voilà, des trucs comme ça. Il y a tout un tas. Il y a aussi les chevaliers d'Arcandellari. Ce sont des chevaliers extraordinaires, mais qui, malheureusement, lors d'une attaque contre des orques ou des trucs comme ça, se sont réfugiés dans leur château et sont devenus des statues. Et le fait d'aller les rencontrer, d'aller dans ce royaume-là, on arrive dans ce royaume où il y a tout autour, c'est gris, c'est brûlé, et il n'y a que ce piton de verdure avec ce château, et on rentre dedans, et on va vers un trône où il y a un roi et une reine qui sont assis, qui ne bougent pas, qui sont pétrifiés. Sont pétrifiés. Et là, le respect que le héros, c'est-à-dire Josana, mon épouse et moi, avons par rapport à ce roi, fait que petit à petit, il se réveille. Et avec eux, toute l'armée des chevaliers d'Arcandellari se réveille. Etc. C'est cette truc-là, mais
J'avais des frissons oui, quand je on parle. On sent que de toute façon, même quand vous racontez un peu la trame de l'histoire, hein, parce que, encore une fois, on ne va pas tout raconter, parce que l'idée, c'est quand même de susciter l'intérêt de la trilogie. Mais c'est avant tout, on perçoit véritablement toute cette implication déjà quand vous dites jeu, hein, vous le vivez complètement. Donc on comprend par ce jeu que dans votre écrit, dans vos écrits, vous avez vécu chaque mot, chaque virgule, chaque ponctuation de cet écrit-là. Ouais, et je suis d'accord avec ce que vous dites, et en même temps, j'irai même plus loin. Quand je dis jeu avec beaucoup d'humilité, parce que je n'ai pas voulu que le héros soit aussi un héros imbattable. J'avance dans l'histoire, mais en avançant, il faut que je fasse attention. Parce que je peux être vulnérable. Voilà. Il y a cette vulnérabilité qu'il ne faut pas oublier. Voilà, c'est ça. Et c'est extraordinaire. Et c'est aussi arriver par ce biais-là à découvrir sa propre vulnérabilité et savoir s'en faire une alliée et non plus la subir. Voilà, Donc on est dans toute une éducation pour vous-même quand vous l'avez écrit, mais également pour le lecteur. On est dans toute une éducation ou rééducation, si l'on peut dire, autour de ces valeurs et de ces auto-apprentissages qui paraissent évidents. Tout à fait, voilà, on en parle, ça paraît fluide, ça paraît évident. Mais dans notre quotidien, c'est bon aussi de pouvoir s'aider, trouver des piliers. Et des fois, dans la littérature, on peut trouver des piliers dans les héros, dans les personnages principaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière ces personnages, finalement, sont non plus inspirés de personnages réels, mais s'avèrent être d'une réalité aussi concrète que vous et moi dans l'immédiat. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une situation, je crois que c'est dans le tome 2, où quand on voyage comme ça, on arrive à, comment dirais-je, aux portes de la forêt des elfes sylvains, et le roi nous accueille en nous regardant comme il faut, en étudiant notre comportement, et nous dit surtout de ne pas tuer de bêtes à l'intérieur. Autrement, ça sera très... Enfin, je ne sais pas comment je le trouve, ça sera très mauvais. Et donc moi, je dis... Il y a quand même quelques années que vous l'avez écrit maintenant. Oui, et moi je dis à mes hommes, vous avez entendu, on nous donne le droit de passage, mais on va rester calme. Mais malheureusement, il y en a toujours dans le clan, par là, dans l'armée, où ils veulent faire un peu les malins, et ils vont à la chasse, et ils tuent 2 cerfs. Et dans l'immédiat, ils ont été auxiliés aussi. Et en tant que roi, j'aurais pu m'insurger contre le roi de la forêt, mais il m'avait averti. Donc je ne peux pas aller contre, parce qu'il m'avait averti. Oui, puisque la loi de la forêt... Alors c'est malheureux, c'est malheureux pour mes hommes, mais je ne peux pas aller contre ça. Et donc il faut que j'accepte, mais voilà, donc c'est des situations, et qui sont dans la vie aussi, hein, quand on dit à un enfant, c'est interdit d'aller là, et si tu y vas, voilà, il y va, il se casse quelque chose. Regardez les skieurs qui font des pistes noires, on leur dit de ne pas y aller, ils y vont, ils meurent. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est malheureux pour eux, c'est malheureux pour leur famille, mais c'est comme ça. Et à travers ça, j'essaye de décrire tous ces trucs-là. On va revenir juste en parenthèse à votre premier métier de cuisinier. Oui. Donc là, vous, dans ces écrits, vous êtes roi, vous avez à vos ordres une armée. Je suppose que vous aviez une brigade. Oui, voilà, c'est ça. Sous vos ordres en tant que chef. Comment ça se passait? Ça se passait bien. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu mettre la valeur de l'homme en avant. L'excellence, si vous voulez. Je suis un genre d'autodidacte, donc si vous voulez la cuisine, je l'ai appris, d'accord, mais je ne sais pas tout. Et il y a des jeunes même qui pourraient peut-être m'apprendre beaucoup de choses. Mais donc c'est pour ça que la cuisine, c'est une affaire d'humilité, de respect,
Et il y a toujours ces mots qui ressortent là-dedans. Et quand on baigne là-dedans, on est bien dans la vie. Après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de nous, mais par exemple, il y a aussi le truc de la parole. Quand moi je dis un truc, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Si je ne peux pas y aller, je m'en excuse, mais voilà, c'est parce que j'ai eu des trucs. Mais si je peux y aller, je vais aller jusqu'au bout. Ça, c'est le truc de la parole donnée. Et c'est ce que maintenant on n'a plus dans notre société. C'est très difficile. Quelqu'un va vous dire oui, mais je te promets, je vais te faire ça. Non, paf, il n'y a plus. Regardez-vous, Daniel, on s'est rencontrés une fois, je ne vous connaissais pas. On m'avait dit, on peut faire un truc avec, voilà. Et oui, bien sûr. Mais à moi-même, je me suis dit, mais qui je suis par rapport à elle, quoi. Et puis voilà, et puis on a repris contact, et voilà, vous êtes là. Donc ça, c'est le truc de la parole donnée, et ça, c'est incroyable. Voilà. C'est aussi pouvoir, comme vous l'écrivez, ça a été naturel, et voilà. J'avoue que je préfère m'engager dans ce que je dis. Alors pour aller dans le sens où vous disiez, donc dans ma brigade, où j'avais une petite brigade, mais j'ai toujours considéré mes employés, et mon épouse c'est pareil, on n'est pas parfait et tout ça. Et donc c'est comme ça qu'on peut avancer, et je pense que mes enfants, dans les métiers qu'ils ont, sont comme nous. On leur a donné cette suite à avoir. Et c'est pour ça qu'ils sont respectés. Après, on peut tomber toujours sur les gens qui n'en ont rien à faire de tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Dans la mesure où ces personnages, finalement, sont vos alter ego, sont votre de l'autre côté du miroir, à vous et au vôtre, en tant que chef de brigade, est-ce que vous pensiez, comme beaucoup de cuisiniers, avoir ce côté un peu fort de caractère, que certains peuvent nommer caractériel, et avoir transmis ces traits de caractère à votre personnage principal, à votre alter ego, ou pas? Là, vous me faites rire, parce que ce que vous dites, oui, j'ai eu ce trait de caractère, mais je l'ai eu plus envers mon épouse qu'envers les employés, parce que je savais qu'elle pouvait supporter mes sautes d'humeur. Elle me considérait d'ailleurs comme un ours dans ma caverne, mais c'est vrai que quand on est dans une cuisine comme ça, où on a l'objectif d'un service, l'objectif de satisfaire une majorité de clientèle, même si des fois on ne peut pas toujours les satisfaire, mais c'est une pression extraordinaire, une pression terrible. Et donc, et si on ne peut pas satisfaire, je ne vais pas le faire retomber sur mes employés. Je vais le faire retomber sur moi. Parce que mes employés, ils font ce que je leur dis de faire, etc. Après, il peut y en avoir un qui n'ait pas fait ce qu'il a dit, mais bon, personne n'est parfait dans la vie. Mais je veux dire par là que ce trait de caractère, et d'ailleurs, tout au long de cette histoire, les gens qui le lisent et qui le liront verront qu'il y a en Brosland quelqu'un d'extraordinaire. Ça, c'est pas pour me vanter, je ne suis pas là, mais j'ai voulu donner ce ressenti que j'avais. Par exemple, à un moment donné, j'ai un différend avec mon fils par rapport à un cheval, et je lui dis quelque chose. Alors j'ai voulu en plus trouver des phrases qui peuvent marteler quelquefois les gens par des phrases fortes, des phrases, et donc et j'ai dit quelque chose à mon fils par rapport à ce cheval, et pour qu'il se rende compte, mais en même temps, bon, je le laisse faire, etc. Mais voilà, c'est le travail d'un père. Et tout ça, ça se retrouve dans la vie à l'heure actuelle. Et dans la vie à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a des parents qui baissent facilement les bras par rapport à leurs enfants. Un enfant n'est pas fait pour être un roi. Un enfant est fait pour vivre sa vie, mais il faut lui inculquer sa vie. C'est-à-dire que si vous le laissez trop faire, un enfant, il sera déjà malheureux, parce qu'il n'aura pas de repères, personne ne lui aura mis de repères dans les trucs. Moi, je vois par exemple comme mes enfants, comment dirais-je, instruisent leurs enfants à eux maintenant.
il y a des fois, je leur dis, bon, soyez pas si catégorique avec eux. Nous disent, on les élève comme ça. Et ils ont raison. Et je peux vous dire que quand on leur prend les enfants à garder, ça se passe extraordinairement bien. C'est quelque chose. Ils savent qu'ils ont du respect à avoir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire des trucs. Ils sont polis, ils sont ceci, voilà. Et vous avez, et justement de cette part-là, de cette part des enfants, des parents, je trouve qu'il y a, pas tous, hein, mais une bonne partie des parents de maintenant qui se disent ouais, mais il faut les laisser s'épanouir. Oui, d'accord, je suis d'accord qu'il faut les laisser s'épanouir, mais il faut aussi leur poser des jalons. Il faut leur poser des murs, des trucs pour qu'ils n'aillent pas au-delà. Parce qu'un enfant comme ça, plus tard, il va vouloir faire tout parce qu'il s'en croira au-dessus de tout le monde. Et par exemple, quand vous avez des skieurs qui prennent des pistes noires alors qu'il ne faut pas, c'est des gens qui vont s'en sortir parce qu'ils savent faire du ski, tout ça, mais on ne leur a peut-être pas appris à ces gens-là que la vie, c'est pas ça. Il peut y avoir quelque chose. Et malheureusement, des fois, ça arrive. Voilà. C'est pour ça que cette histoire, plus et vous m'aidez dans ce sens, plus je me pose des questions de là, plus je me dis, mais comment j'ai été pour écrire ça, parce que... oui, justement, c'est dans quel état d'esprit voilà. Il est nécessaire. Voilà. Vous aviez été dans ces cas-là. Ah, oui, oui. Parce que ça a pris quelques années à écrire cette trilogie aussi. Oui. Ça nécessite un état d'esprit. Vous aviez à ce moment-là votre activité en plein essor. Donc ça demande au niveau de la temporalité, de la chronologie, une sacrée organisation aussi. Et aussi un refuge. Peut-être que ça a été un refuge pour moi. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, et pour mon épouse c'est pareil, on a tellement de pression dans ce métier, je veux dire, c'est pas que ce métier. Il y a beaucoup de métiers où d'autres ont des pressions, il y en a qui font des burn-out, etc. Nous, je sais pas, on n'a pas fait de burn-out parce que justement on était peut-être trop préoccupés par notre métier, mais cette écriture, peut-être que ça a été un refuge pour moi, et chaque soir, quand je le pouvais, sauf l'été, parce que l'été j'avais autre chose à faire, mais peut-être que les longs mois d'hiver, je me mettais dans ce refuge, dans cette bulle, avec des chansons derrière moi, de Bravart. Et il y a ça aussi, justement, je voulais en venir à tout cet accompagnement musical qui vous a suivi tout au long de cette écriture et aussi de l'écriture en cours, parce que je crois savoir qu'il y a, en plus de ce qui est déjà paru, de nouveaux ouvrages en cours. Oui. Et c'est tout cet accompagnement musical. Vous m'aviez dit hors micro, et là on va l'aborder ensemble face micro et caméra. De quelle manière vous avez à ce moment opéré avec toutes ces musiques extrêmement inspirantes? Ah oui, parce que dans les films, vous avez des musiques qui sont plates, je veux dire, qui ne vous apportent rien. Mais quand vous avez dans des films, certains films, où, en plus de l'émotion qu'il y a, cette musique derrière qui surgit, mais là vous êtes obligé d'avoir les larmes aux yeux ou des trucs comme ça, et c'est ce que j'ai voulu. Et donc, des musiques fortes dans les films, il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez des musiques comme dans Bravart, c'est extraordinaire. Vous avez à un moment donné, moi si j'avais une musique de film à faire pour mon truc, là, pour ma trilogie, je serais intransigeant sur un accessoire musical qui est en Turquie, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais on le retrouve dans Gladiator, vous savez, un truc comme ça, mais c'est un truc de musique, mais qui vous prend, qui vous soulève les poils tellement que c'est beau cet instrument. C'est un instrument de musique, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il a un son quand vous écoutez Gladiator à un moment donné, mais une espèce de corps. Oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est un truc comme ça. Et ça n'a pas tellement de mélodie, ce truc-là, mais ça a une force incroyable à l'intérieur.
Et quand vous le passez ça derrière vous, vous êtes obligé d'avoir ça, même d'avoir presque les yeux qui s'imprègnent de larmes, parce que ça, quand vous écrivez un petit peu, et justement un passage qui peut être, comment dirais-je, dans l'émotion, alors là, avec cette musique derrière, automatiquement, vous sortez votre mouchoir, parce que vous dites, mais, et en même temps, vous vous dites, mais que je suis con, mais alors, mais c'est un livre, mais en même temps, c'est beau, et c'est ça, c'est des trucs qui sont beaux. Alors, par exemple, dans les policiers, vous m'excuserez, mais dans les policiers, il n'y a pas de musique comme ça. C'est tellement, le policier, c'est tellement, personnellement, j'aime pas ça, les policiers. En plus, tout le monde est contre la police, mais tout le monde lit les policiers. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi... c'est très actuel. Oui, qui est très actuel, et en même temps... ouais, voilà, c'est ça. On n'aime pas la police, on les montre du doigt bien souvent, et puis on lit que les policiers. C'est pour ça que moi j'ai voulu faire autre chose, quoi. Là, vous êtes sorti un petit peu du mouvement commun. Ah oui, je suis sorti, et j'arrêterai jamais de sortir de là. Et dans la prochaine écriture qu'il y a, justement, à un moment donné, je reviens dans notre monde de maintenant, mais en fait, je suis malheureux dans ce monde-là, parce que, bon, malgré que ça reste pour moi de la fantaisie, hein, que je m'octroie la permission de faire ce que j'ai envie de faire par rapport à mon héroïne, mais je suis dans un monde, et quand j'écris, j'ai l'impression d'être dans un monde gris. D'ailleurs, je pense avoir trouvé enfin le titre de mon héroïne, de mon livre, parce que entre mon héroïne qui était la guerrière et tout ça, mais là je pense que je vais l'intituler La couleur du dernier horizon. Parce que... Alors là, on a une avant-première. Hein. Là, pour ceux qui nous suivent et qui découvrent Bruno Delmas, et qui en plus vont avoir goût à peut-être lire ses ouvrages, là en plus on a une avant-première, on a déjà le titre et l'influence que va avoir voilà, la couleur du dernier horizon. Le prochain. Pourquoi ? Parce que moi j'adore regarder l'horizon, rêver par rapport à ce monde, et me faire un genre de protection autour de moi par rapport au monde qui m'entoure, quand je vois un super coucher de soleil, ou un lever de soleil, ou même un nuage, hein, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre terre, et qu'est-ce qui nous donne des trucs comme ça. Et justement, et alors, dans cet ouvrage que j'écris, le jour où, bon, je peux le dire, la mafia est arrivée dans cette ville, ça a été lugubre, ça a été gris, ça a été sombre. Les gens ont perdu l'envie de vivre, tout ça, etc. Et j'espère que le dernier horizon sera un magnifique coucher de soleil ou un magnifique lever de soleil, et qui redonnera cette vie à cette ville. Voilà. Alors je fais un rappel, là il ne s'agit pas de faits réels, mais de faits fictifs, oui, tout à fait. Issus du prochain roman de Bruno Delmas. Ouais, je remets un petit peu dans le contexte. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, merci infiniment Bruno. On pourrait passer des heures à vous écouter parler de vos ouvrages, mais c'est vrai que le temps passe. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, et je le redis encore une fois, on a la chance dans de petits villages d'avoir un auteur tout simple, mais de discuter avec des jeunes comme ça, parce que moi, contrairement à ce qu'on peut penser, j'adore la jeunesse, mais je ne voudrais pas que cette jeunesse suive un mauvais chemin. Dans la vie, il y a des rails à suivre, et il faut les suivre, ces rails. Moi, j'ai jamais vu un train chevaucher des rails, ou alors il raille. Et c'est ce qui, des fois, par contre, arrive dans cette vie. Alors, réapprendre. Et l'éducation nationale, pour ça, je trouve qu'elle manque un peu de peps à ce niveau-là, de redonner... vous savez, vous avez plusieurs présidents de la République qui ont dit, ouais, tiens, par exemple, à la rentrée, on va instaurer
15 minutes, une demi-heure de morale à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Nous, à notre époque, tous les matins, quand on rentrait à l'école, il y avait un élève qui lisait un petit passage d'une morale. Et c'était très bien. Et l'autre jour, comme on en discutait à table, j'ai été... Alors, je vais employer un mot. C'est pas grave, c'est pas une chaîne rémunérée. Vous pouvez vous permettre. Donc, j'ai été espanté dans cette petite école de voir les élèves assis. Quand le directeur est rentré dans la classe, tous les élèves se sont levés, ont regardé leur maître et lui ont dit bonjour. Mais ça n'existe plus, ça, maintenant. Ben, preuve en est. Mais alors, nous, ça existait. Et bon, ça, c'est des petits trucs qui ne font pas mal aller les choses. C'est pas parce qu'on va respecter les professeurs ou respecter ses copains, ses amis, qui vont nous faire mal aller. Non. Voilà, c'est ça. C'est que je trouve qu'à l'heure actuelle, moi, j'adore la jeunesse et j'ai envie que cette jeunesse roule sur les bons rails de la vie. Voilà, alors je suis peut-être utopique, mais bon, j'ai espoir, mais ça sera difficile. Ça sera difficile. Il y a des jeunes qui sont bien. Il y a des jeunes qui sont bien. Je crois, pour clore un petit peu tout ça, que même si vous définissez cela comme utopique, nous avons besoin d'utopistes et de rêveurs et de poètes, pour reprendre certains mots déjà utilisés, pour pouvoir avancer. Et merci Daniel, parce que en plus, à travers cette histoire, c'est ça que je veux essayer de donner, un peu de rêverie, un peu d'imagination, un peu de... Parce qu'il faut dire une chose, le mal, il faut éradiquer le mal. Alors quand je dis à mes lecteurs, je ne parle pas là du mal, un mot de coude, ou un mot de genou, des trucs comme ça, ou une maladie, non. C'est le mal qui veut faire le mal, parce qu'il a ça dans le sang. Et le mal fera toujours le mal. Attention, un gars qui veut faire le mal ne fera jamais le bien. Il vous montrera qu'il peut faire le bien, mais à l'intérieur de lui-même, il aura toujours le mal. Par contre, le gars qui est bien, quand il vous fera du bien, il fera du bien. Il n'aura pas le mal en lui, parce qu'il veut faire du bien. Mais il peut faire des erreurs. Il peut faire des erreurs. Mais le mal, lui, c'est quelque chose de sournois, de perverse. De pervers, etc. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'en dis pas plus, mais... Oui, parce que là, après, on va beaucoup dire. Donc, je rappelle, pour les amoureux de l'heroic fantasy, les amoureux de la littérature Tolkien et de tant d'autres, Génération, la légende de Broslan, en 3 volumes. Le volume 2 et le volume 3, donc aux éditions Amalthée, que l'on peut trouver chez tous les libraires, oui. Sur commande également, oui. Mais également les contes pour jeunesse, les contes jeunesse, les contes tout public. Oui, tout public. Tout public. Même les grand-mères de 95 ans, elles peuvent lire si elles ont envie de lire. En plus, l'écriture est appropriée. Et voilà. Alors si... Ça, c'est à l'édition JKDC. JKDC, oui, comme on l'a vu précédemment. Et juste une petite parenthèse, les autres livres, là, je vais peut-être les faire rééditer. Justement chez les JKDC. Également sur une autre maison d'édition, voilà, donc c'est à prendre aussi ouais. Derrière l'oreille. Ouais. Alors je rappelle, si comme moi vous avez été touché par la sensibilité de cœur, d'âme et de plume de Bruno Delmas et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la manière dont il écrit, mais également toute cette vie et tout ce cœur qu'il a transmis à travers ses ouvrages, je vous invite grandement à ne pas hésiter à commander auprès de votre libraire Génération, la légende de Broslan, encore une fois je me répète, ainsi que les contes de différents prénoms. Il y a Timéo, il y a Lucas, il y a Mila Louise, il y a Noah et il y en a en prévisionnel. Il y aura Lola et puis Sia. Voilà.
Encore une fois, merci infiniment Bruno de cet accueil. Je pense que c'est moi qui dois vous remercier, avant tout. Vous êtes extraordinaire. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Et à très vite. Au revoir.